Jean-Paul Ebega, oui, voilà. Donc nous disions que désormais Serge Boa veut s'en prendre aux parents. Il a dit, vous l'avez suivi, il dit les parents doivent faire le choix. Mais un parent va faire quel choix? Quel est le choix? C'est-à-dire, ils avaient fait un mauvais choix d'avoir mis au monde ces enfants, c'est ça? Et maintenant, ils doivent payer pour cela. Et vous imaginez un peu dans quel état se retrouvent actuellement ces parents qui ont entendu ce discours? Dans quelle panique sont ses parents? Et donc, on ne sera pas surpris que dans 2 matins, on apprenne désormais les parents sont en train d'être voilà, fusillés dans Fusillés. la rue. Est-ce que ce n'est pas une façon pour eux de vouloir finalement effacer les traces, c'est ça? Des témoins? Parce que demain, pour empêcher à ces gens-là de porter plainte, demain, il faut donc éliminer aussi les parents, parce que ce sont les ayants droit qui pourront porter plainte demain contre l'État ou contre Serge Boa ou contre Sassou. Nous demandons humblement aux parents de faire le bon choix de la vie. Sinon, la force de la loi va s'appliquer sur eux. La force de la loi s'applique. Sans état. Alors, chers messieurs, vous l'avez entendu, je récapitule parce que le son, il est difficilement audible. Il dit que après un mois de cette opération, ils ont tout compris et qu'ils iront jusqu'au bout. Ils iront jusqu'au bout. Et il interpelle les parents des présumés délinquants de faire le choix. Ils doivent faire le choix, sinon la loi ou la force de la loi va s'abattre sur eux. En sorte, Serge Oboa est en train de dire, après, chacun pourrait faire son interprétation, parce que on est en train, nous l'avons dit tout à l'heure, exécuté par fusillade, sommairement, des délinquants présumés, qui ne sont pas arrêtés sur les faits, c'est-à-dire on ne les a pas attrapés sur les faits, mais c'est des gens supposés avoir posé les actes et qui ne résistent pas. C'est des exécutions extrajudiciaires. Ils ne sont pas arrêtés là, ils ont détruit les motos. Ils continuent à détruire les motos sous prétexte que ces Koulouna utilisent des motos. Donc même le matériel économique, on a détruit. Ils ont démoli des maisons, des familles. Donc ces familles, malheureusement, se retrouvent dans la rue. Ce n'est pas suffisant. Maintenant, Oboa dit à ses parents, je vais m'en prendre à vous aussi. Donc, bientôt là, il va commencer à fusiller les parents de ses cousins. Serge Oboa dit désormais, je vais maintenant m'en prendre aux parents des délinquants présumés. Donc, il va commencer à éliminer aussi les parents des présumés délinquants. Mais nous savons qu'en termes de droit, les poursuites pénales sont individuelles. Personne ne peut répondre d'un acte qui n'a pas posé. Exact, conseil parental. Est-ce qu'au BOA, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, quelle interprétation faites-vous d'abord de cet extrait et de ces propos de Serge Oboa qui veut maintenant s'attaquer aux parents? Il dit faites un Vous choix. Quel choix ils vont faire? savez, si j'avais à répondre à cette question, tout ce qui est en train d'être entrepris ou alors tout ce qui se fait actuellement, c'est fait à dessein. Nous sommes à la veille d'un processus électoral et c'est le modus operandi de ce système. Quand nous sommes à la veille des élections ou alors d'une échéance quelconque, il y a toujours des points de tension qui cristallisent la société congolaise. C'est une façon de terroriser, de traumatiser le peuple congolais, parce que le peuple congolais a déjà largement suivi. Le peuple congolais a largement payé. Et là, on continue à les terroriser. C'est une façon de dire, mes chers compatriotes, voyez l'exemple. Si demain vous levez, eh ben, vous en payerez le prix fort de tout ce qu'ils pensent. Ils n'ont jamais collé à la Constitution, parce que la Constitution, c'est aussi une pratique. Et ils ne savent pas la pratiquer pour la simple raison, ils font tout en dépit de bon sens. La démocratie aussi est une pratique. Il y a une culture et une pratique.
Mesdames, Messieurs, bonjour. Je reçois ce jour les membres du mouvement pour agir MPA avec qui nous allons passer en revue l'actualité congolaise qui reste dominée par l'opération d'exécution sommaire massive, systématique et extrajudiciaire des présumés délinquants signalés par appel téléphonique moyennant de l'argent, donc la délation. Vous avez compris que ce sont là des crimes contre l'humanité. Malgré le caractère criminel de cette opération, Denis Sassou Nguesso a assumé en public et verbalement ces crimes. On en parle aujourd'hui avec Jean-Paul Ebenga, délégué général du mouvement pour agir. Bonjour Jean-Paul. Bonjour Christian, heureux d'être avec vous ce soir. Merci d'être avec nous sur R7. Nous avons également Benoît Youlou, contrôleur interne des finances du mouvement pour agir. Bonjour Benoît. Bonjour, mon cher Christian Perrin. C'est toujours un grand plaisir d'être sur le plateau pour être ceux qui sont considérés comme des porteurs de sans-voix. Merci, c'est un plaisir partagé. Nous avons également Robert Adouki, porte-parole du MPA. Bonjour Robert. Bonjour Christian, heureux de nous retrouver sur R7 et de nous accorder cette tribune. Merci d'être avec nous sur R7, mais surtout de votre disponibilité pour ce plateau. Avant de plonger dans le cœur du sujet, j'aimerais que vous nous rappeliez tout de même ce qu'est le mouvement pour agir, pour l'intérêt bien sûr de ceux qui vous découvrent aujourd'hui. Eh bien, le mouvement pour agir est une association qui regroupe des Congolais et des Congolaises qui sont particulièrement résidents à l'étranger, donc dans la diaspora. C'est une association qui, depuis 7 ans, existe, fonctionne très bien. Les membres entretiennent des relations au-delà de toutes les actions politiques qu'ils mènent. Ils ont développé donc des liens qui sont presque fraternels, ce qui explique la bonne santé de notre mouvement. Et c'est quoi la philosophie politique de votre mouvement? Non, nous n'allons pas définir les choses en termes de philosophie politique comme il se doit. Nous sommes une association qui est interpellée par toutes les situations sociales, économiques, et dans nos analyses, ce qui est vrai, nous débouchons sur des considérations qui peuvent être considérées comme politiques. Nous sommes une association qui est en règle avec l'administration française, qui interdit toute pratique de la politique en tant que telle. Donc, une activité qui se repose sur un fondement théorique bien précis, là, pour être en règle avec l'administration française, nous tenons beaucoup plus la dimension sociale, la dimension économique, mais nos analyses peuvent déboucher sur les considérations politiques. Et vous vous êtes fixé tout de même des missions, quoi par exemple? C'est quoi? Alors, les missions les plus indiquées sont celles qui doivent nous conduire ou à aider le peuple congolais à amener le Congo dans une gestion beaucoup plus démocratique. Tout ce que nous menons comme action doit conduire les Congolais vers la gestion démocratique de leur pays. Et voilà pourquoi tout ce que nous faisons comme action, tout va dans ce sens et nous l'avons un peu manifesté au niveau de la diaspora, notamment au niveau de la France, où nous avons participé à des activités, par exemple, qui nous ont menés à prendre position contre la vente des terres ou le fait de céder les terres congolaises à des pays étrangers, pour ne pas parler du Rwanda. Et vous voyez donc cette action-là est beaucoup plus sociale, beaucoup plus économique, mais qui a des répercussions sur la politique. Voilà par exemple des prises d'opposition que nous avons eu à prendre. Nous avons aussi demandé la libération des détenus politiques ou d'opinion au niveau du Congo, parce que là, c'est sur le plan social. Il n'est pas quand même admissible que dans un pays qui se dit démocratique, puisqu'après tout, dans les années 90, le Congo s'était arrimé à la démocratie après la tenue d'une conférence
nationale qui faisait que le Congo que s'instaure au Congo la démocratie. Mais malheureusement, chemin faisant, cette démocratie a été arrêtée brutalement après le coup d'État de 1997. Et depuis là, nous voulons que le Congo redevienne un pays où doit s'instaurer la démocratie. Et donc, tout le temps, les actes que nous posons font de telle sorte que les Congolais prennent conscience que leur pays doit être géré dans la démocratie, donc en respectant les fondements que sont, par exemple, la liberté d'opinion, et tout un chacun doit avoir cette liberté. Et malheureusement, lorsque les Congolais s'expriment, donnent leurs opinions, ils sont victimes des arrestations arbitraires, telles que par exemple notre leader, le général Jean-Marie Michel Mokoko, ou tant d'autres Congolais connaissent, croupissent dans les geôles des tenants du pouvoir au Congo-Brazzaville. Et vous êtes également membre du Rassemblement pour les forces du changement, le RFC. Est-ce qu'on peut revenir sur les raisons de cette adhésion au RFC et comprendre, vous qui êtes à l'extérieur, à l'étranger, précisément en France, alors que le RFC a pour champ d'action le Congo-Brazzaville. Quelles sont les raisons de votre adhésion à cette plateforme? Le RFC est un cadre de réflexion politique, économique et sociale. C'est un cadre de réflexion, c'est vrai, qui a pris corps au niveau du Congo-Brazzaville, mais qui a comme adhérents des Congolais qui résident sur toute l'étendue du territoire congolais et à l'étranger. Donc, ce sont des Congolais qui veulent réfléchir, analyser, comprendre comment la société congolaise fonctionne, mais des Congolais qui doivent être des démocrates. Au sein du RFC, ce sont des Congolais démocrates qui s'y retrouvent. Et comme le MPA, qui est une association, mais qui regroupe des Congolais qui résident beaucoup plus à l'étranger, voilà donc cette particularité du RFC qui est le rassemblement des forces politiques congolaises, donc qui rassemble presque tous les Congolais, mais avec la particularité qu'ils soient des démocrates. Et voilà, donc le MPA se retrouve dans comment le dire, cette plateforme, puisque au sein du RFC, il y a depuis le 14 septembre, date à laquelle le RFC a tenu son assemblée générale constitutive, il y a un comité directoire constitué d'entités, et ça sont des entités qui sont beaucoup plus politiques, qui sont donc des partis politiques, je peux les citer rapidement. Il y a le PSDC, le Parti social-démocrate, qui est animé par le président Edmond Raymond Mirassa. Mirassa. Il y a le Congrès du peuple, qui est un parti politique animé par le docteur Marcel Nguitokoulou. Il y a le RDD, le Rassemblement pour la démocratie et le développement, qui est animé par le président Jean-Jacques Serge Yombi Opango. Il y a l'Alliance des démocrates humanistes, qui est un parti animé par le président Sir Rodrigue Mayanda. Il y a le Parti du peuple, qui est un parti animé par le président Jean-Pierre Ayangoy. Et il y a le MPA, qui est une association. Voilà pourquoi je tenais à préciser qu'au sein du RFC, c'est un cadre de réflexion, donc qui regroupe des partis politiques, des associations, avec la particularité que l'association qui se trouve au sein du RFC, les membres résident beaucoup plus dans la diaspora. Donc voilà une structure politique qui rassemble des Congolais résidant au Congo et à l'étranger, dans les diasporas, puisque au MPA, les membres du MPA sont beaucoup plus dans la diaspora congolaise située en France, mais certains membres sont au Canada, aux États-Unis. Voilà donc un très grand rassemblement de Congolais qui sont là en train de réfléchir sur la situation sociale, économique et politique de notre pays. Nous disions tout à l'heure, la base du RFC, le Rassemblement des forces du changement, c'est Brazzaville, Congo-Brazzaville. La République du Congo
aussi appelé Congo-Brazzaville pour évidemment le distinguer du Congo-Kinshasa. Et vous, vous êtes à l'extérieur, vous avez dit en France, aux États-Unis, un peu partout, Canada, pourquoi pas, Londres. Est-ce que c'est réaliste à une telle plateforme de mener une lutte cohérente telle que vous êtes en train de le dire? Une lutte cohérente et redoutable pour les tenants du pouvoir de Brazzaville. C'est aussi aisé qu'avec les nouvelles technologies de communication et d'information, nous pouvons nous réunir avec beaucoup plus de facilité que ceux qui se trouvent même sur le territoire congolais qui n'ont pas de facilité à pouvoir se réunir, alors que nous, avec les nouvelles techniques de communication, nous nous réunissons facilement, nous réfléchissons, nous nous accordons assez facilement et donc nous ne voyons pas de difficulté à pouvoir jouer notre rôle quant à ce qu'il faut amener le Congo vers une gestion démocratique. Robert Adouki, vous êtes le porte-parole du mouvement pour agir. Généralement, les partis membres du RFC sont qualifiés des partis de l'opposition radicale. On peut en parler? Absolument. Euh, Avant de répondre à votre question, hein, je vais juste rebondir sur la situation du MPA qui se porte bien dans un Congo qui va mal, qui va très mal. Ça, il faut Paradoxe, le non? signifier. Comment? N'est-ce pas un paradoxe? C'est un Ah, paradoxe parce que nous nous sommes donné les moyens de dénoncer tout ce qui va mal. Nous nous sommes donné les moyens de dire ce qui est bon pour notre pays et nous nous sommes donné les moyens de nous mettre ensemble pour être encore plus forts. En réalité, le MPA arrive à un moment de maturité, de maturation, je dirais même, où, comme vous le disiez tout à l'heure, seul, on peut aller plus vite, mais ensemble, on peut aller plus loin. Et ça, il faut qu'on le garde dans notre esprit pour pouvoir justement aller plus loin. Alors, pour la question que vous me posez, les tenants du pouvoir aujourd'hui, c'est assez curieux, c'est que ils ont une légèreté, je dirais, intellectuelle d'utiliser la loi quand ça les arrange et de ne pas l'utiliser quand ça les dérange. Vous parlez d'opposition radicale. Alors, je vais essayer de vous répondre par des anaphores qui, je pense, vont édifier et éclairer tous ceux qui vont nous écouter ce soir. Si exiger le respect de la Constitution fait du RFC une opposition radicale, alors nous le sommes. Si le président de la République et le PCT, parti État, ne sont pas en conformité avec la Constitution, les lois et règlements de la République, fait du RFC une opposition radicale, alors nous le sommes. Si demander des préalables avant l'élection présidentielle fait du RFC une opposition radicale, alors nous le sommes. Si demander la représentativité et l'accréditation équitable de l'ensemble des bureaux de vote des représentants de tous les candidats fait du RFC une opposition radicale, alors nous le sommes. Si demander au peuple de prendre ses responsabilités fait du RFC une opposition radicale, alors nous le sommes. Si dire des retraités qui ont plus de 36 mois d'arriérés de pension de retraite fait du RFC une opposition radicale, alors nous le sommes. Si dénoncer le phénomène des bébés noirs ou des koulouna entretenus par le pouvoir fait du RFC une opposition radicale, alors nous le sommes. Enfin, si demander un dialogue organisé hors du Congo pour garantir la sécurité des exilés fait du RFC une opposition radicale, alors nous le sommes. Pour conclure, nous nous considérons
comme une force de proposition au sein de cette plateforme en vue de créer les conditions d'une alternance politique et démocratique dans notre pays. Telle est notre position au sein du Rassemblement des forces du changement. Merci Robert Adouki. En réalité, on parlerait simplement de l'opposition. Bon, après, on se pose la question de savoir pourquoi opposition radicale, opposition républicaine, c'est ce qu'on semble noter au Congo-Brazzaville, mais tout ça, apparemment, ça relève un peu de la manipulation politique, parce que Alors, finalement, c'est pas une... ce que vous dites est très juste. Il y a une nuance, une petite nuance qu'il faudrait apporter. Euh, le Rassemblement des forces du changement est une opposition au pouvoir. Nous ne faisons pas partie de l'opposition du pouvoir. Et ça doit être très clair. Et chacun se reconnaîtra. C'est clair comme l'eau de roche. Benoît Youlou, le RFC a déjà annoncé qu'il ne participera pas aux élections présidentielles en l'état, c'est-à-dire sous des conditions. Le Denis Sassou Nguesso, hein, puisque tout le monde sait comment ça se passe et les Congolais qui ont plus de 50 ans savent comment se déroulent les élections au Congo-Brazzaville, notamment les élections présidentielles. C'est un jeu de qui perd gagne, curieusement. Mais je sais que vous avez aussi des conditions que vous avez posées pour y prendre part. Quelles sont-elles? Bien sûr, vous savez, quand on parle des élections, c'est le rendez-vous d'un homme avec le peuple. Et pour que ce rendez-vous se déroule dans de bonnes conditions, il faut nécessairement que les choses soient claires. Le RFC exige des conditions telles que il faudrait que nous ayons des conditions permissives qui nous permettent d'aller aux élections. Nous ne sommes pas contre le principe des élections, mais il faudrait que les élections se fassent d'une manière équitable, dans la transparence. Et pour ce faire, nous avons des exigences. Les exigences sont telles que pour que nous ayons aux élections, il faudrait nécessairement que nous soyons sûrs que les conditions soient transparentes. Au départ, il y a eu des exigences portant sur la biométrie. Cette exigence avait été relevée au cours des pseudo-dialogues. C'était à prendre en compte. Et pourtant, pour les passeports, c'est fait d'une manière Biométrique, oui, c'est vrai. biométrique. Alors, comment ils sont incapables, avec tout l'argent qu'ils amassent, de faire en sorte qu'il y ait des cartes d'électeurs biométriques? C'est à se poser des questions. C'était une exigence déjà lors de dialogue. Ça n'a pas été pris en compte. D'ailleurs, ils sont habitués de fait. En ce sens, ils ne sont pas prêts à appliquer ce qu'ils disent et ce qu'ils doivent faire. Il y a toujours une inadéquation entre ce qu'ils disent et ce qu'ils font. Toujours, bien entendu, des slogans creux. Outre cela, nous exigeons ce qui est la libération des prisonniers politiques, des détenus arbitraires pour délit d'opinion et le fait que le Congolais soit muselé. Donc, ces atteintes-là, nous revendiquons à ce que les conditions fondamentales soient réhabilitées. En ce sens, il faudrait que le Congolais puisse s'exprimer, il faudrait que les opposants aient le droit de s'exprimer. Vous en rendez compte Oui, dans un allez-y, je vous en pays prie. où l'opposition n'a même pas le droit de se réunir. Et entre-temps, ils ont pendu un arrêté disant que sur 55 partis, il n'y a que 45 qui avaient été. Enfin, il y a un certain nombre qui avaient été retenus sous le prétexte que les conditions, ils ne remplissaient pas les conditions. Mais quel parti au Congo réunit les conditions? Quand je prends l'exemple du parti État PCT, le PCT n'est pas en conformité avec les lois et règlements de la République. Je prends l'exemple de Monsieur le Président de la République. Monsieur Denis Sassou Nguesso, en tant que Président de la République, n'est pas en conformité avec les lois et les règlements de la République pour la simple raison, il est président du Parti congolais du travail, en même temps président de la République. C'est incompatible.
Et ça, c'est bien élucidé dans les articles de la Constitution. Outre cela, chaque prise de fonction pour un élu, théoriquement, il doit déclarer son patrimoine. Depuis 2002 jusqu'à ce jour, M. Denis Sassou Nguesso n'a jamais déclaré son patrimoine. Vous voyez, c'est des exemples pour ne se limiter qu'à ces cas de figure. Vous voyez, tous ces responsables n'ont jamais déclaré leur patrimoine, ce qui suppose qu'ils ne répondent pas au cadre défini par la Constitution. Donc, ils ne sont pas en conformité par rapport à la Constitution. Et ça, nous avons un Conseil constitutionnel qui avalise tout ça. Ça suppose que le Conseil constitutionnel n'est pas non plus digne de dire le droit. Parce que c'est finalement un groupement qui est à la traîne, un groupement qui répond aux injections du président de la République. Et ça, on ne peut pas l'accepter, on ne peut pas le concevoir. Donc, Oui, toutes mais ces contradictions. pardon, Benoît Youlou, vous avez évoqué tout à l'heure, disons, le parti au pouvoir, le PCT, qui serait non conforme à la loi. Vous avez rappelé aussi Denis Sassou Nguesso, qui serait en indélicatesse, il faut le dire comme ça, avec la loi. Et tous ces éléments, on se rend bien compte que c'est des éléments constitutifs d'un ce qu'on appellerait un acte de haute trahison, parce que un acte de trahison se caractérise aussi par la violation délibérée de la loi par le chef de l'État. Et pourquoi jusqu'aujourd'hui, les opposants que vous êtes toujours passés outre, jamais vous n'avez, par exemple, demandé ou réclamé son départ du Mais pouvoir, comment, la démission du pouvoir? mais comment voulez-vous, quand l'opposition est muselée, que celle-ci puisse s'organiser pour dénoncer tous ces méfaits-là? Nous les dénonçons justement. Nos amis qui sont sur le terrain le font, mais malheureusement, ils ne peuvent pas le faire ouvertement parce qu'ils craignent pour leur sécurité. Vous voyez, il y Le a, sens de la politique, quelqu'un me disait, il faut s'armer de courage. C'est ça aussi le problème. c'est sûr qu'il faut s'armer de courage, mais enfin, nous nous appuyons sur le cadre légal. Nous dénonçons parce que nous appuyons sur la Constitution. Et dès l'instant où vous n'êtes pas en conformité avec la Constitution, nous le dénonçons. C'est d'ailleurs ce que nous faisons habilement et dignement au niveau du RFC. Le RFC dénonce la non-conformité des institutions par rapport à la Constitution. Est-ce que dire ça, c'est susciter une révolution? Vous êtes opposition radicale, hein, comme Non, on l'a dit tout à l'heure. comme l'a dit Alors, justement, pardon, Benoît Youlou, je vais donc me tourner vers Jean-Paul Ebenga. Et tout à l'heure, donc, on parlait de l'illégalité ou de la violation de la loi. On l'a dit, Sassou Nguesso n'a jamais déclaré son patrimoine. Ça, tout le monde le sait, depuis qu'il est arrivé à la tête du pays. Ben voilà, c'est quelqu'un qui voilà, est en même temps président de son parti, donc le Parti congolais du travail. Les actes existent, les preuves existent. Il est encore chef d'État donc du Congo. Bon, président, les téléspectateurs vont nous en excuser. C'est trop lourd de prononcer président pour ce monsieur, et je sais pourquoi je le dis. Alors, il n'a jamais respecté non plus l'article 77 de la Constitution, où il a prêté serment pour dire je vais respecter la Constitution et la faire respecter. Ouais. Il va respecter la Constitution et la faire respecter. Or, dans les faits, on se rend compte que c'est un monsieur qui, en réalité, la Constitution, je ne sais pas comment dire ça, pour lui, c'est vraiment un chiffon, voilà, c'est pour les autres. Et donc, il y a beaucoup d'éléments comme ça qui prouvent que ce monsieur ne respecte pas la loi. Et donc, on disait tout à l'heure, pourquoi vous, opposition, vous ne vous êtes jamais intéressé à cette question pour réclamer carrément sa démission? C'est un acte de haute trahison. Non, mais je peux répondre à la question. Je comprends, Christian, tout ce qui t'interpelle. Il ne faut pas dire vous, opposition, vous n'avez pas. Oui, c'est Nous, vous, opposition. Nous opposition, n'en le sommes pas. RFC, Nous, c'est on fait vrai. média. C'est vous qui êtes à C'est l'opposition. vrai, c'est vrai au niveau du RFC. Il faut dire que dans tout l'ensemble peut-être du peuple congolais, et- mais il y a eu un certain nombre d'événements qui se sont déroulés quand même dans notre pays, hein, qui ont pris le dessus sur tout.
les guerres fratricides qu'on a connues dans notre pays, qui ont fait que, quelque part, oui, ça a créé peut-être une certaine léthargie, mais au niveau du RFC, nous avons pris conscience. Nous sommes en train de montrer aux Congolais combien de fois les tenants du pouvoir au Congo-Brazzaville ne respectent pas la Constitution qui, pourtant, était taillée à leur mesure. Les tenants du pouvoir, pour ne pas parler du président de la République, pour ne pas parler du parti majoritaire de la mouvance présidentielle, le PCT, toutes ces structures ne respectent pas du tout la Constitution. Et là, et là, il y a l'horizon 2026 où, dans cette constitution, il est dit que le président de la République est élu pour 5 ans et donc à chaque durée de 5 années doit se tenir une élection présidentielle. Et là, voilà ce qu'ils retiennent, c'est il faut que le peuple congolais aille vers une élection présidentielle et c'est à l'horizon 2026. C'est précisément le 22 mars 2026. Mais comment accepter aller à cette élection à partir du moment où tout est organisé par ce système dirigeant? Le recensement des Congolais, le fichier électoral, tout est organisé par les tenants du pouvoir. Et nous savons bien que dans notre pays, ceux qui organisent l'élection présidentielle ne peuvent pas la perdre. Et nous voyons bien toute la tricherie qui se fait. Mais le président de la République est hors la loi. Le parti majoritaire est hors la loi. Mais les mêmes structures, les mêmes institutions vous imposent d'aller à l'élection présidentielle. Mais ces institutions vont se comporter comme les hors la loi. Vous allez croire qu'on pourra élire quelqu'un, un Congolais autre que l'individu Sassou Nguesso comme président de la République le 22 mars 2026. Bon, mais là, peut-être qu'il Oui, faut qu'on donc donne pas ça, des les précisions. Congolais le Pardon, savent. je vais vous laisser avancer, mais sauf que généralement, lorsqu'on dit il va gagner l'élection, est-ce qu'il va perdre l'élection? À mon sens, les mots ont leur signification, les mots ont une portée, les mots ont un sens. Après, on se posera la question si Denis Sassou Nguesso a déjà gagné une élection. Parce que dire Nous, il va gagner, eh ben, tout le monde entend, même la communauté internationale se dit, ah ben donc il est en bonne posture, il est favori, il va gagner. Or, nous au Sassou Nguesso, RFC, c'est d'abord quelqu'un qui est habitué avec des coups d'État électoraux, c'est quelqu'un qui braque les urnes, c'est quelqu'un, en fait, je voulais dire, c'est quelqu'un qui a toujours triché. mais effectivement, Donc voilà, tout ça, ça a un sens parce que ceux qui nous nous, suivent ailleurs peuvent se dire, ben donc le monsieur, il est, ben voilà, il gagne ses élections. nous au RFC, nous avons montré que les tenants du pouvoir actuel au Congo sont des tricheurs, ceux 2002. Donc, toutes les élections qui se sont déroulées au Congo, si même on a proclamé un gagnant, ce gagnant a gagné dans la tricherie. Donc, ce n'étaient pas des élections organisées en bonne et due forme. Jamais les élections n'ont été organisées comme il se doit depuis la guerre ou le coup d'État de 1997. Aucune élection au Congo n'a été organisée dans de bonnes conditions, transparentes, crédibles, équitables. Et donc, tout est nul. Tout est nul. Même si le gagnant se le réclame, mais il a gagné dans la tricherie parce que tout était bancal et nous avons pu faire la démonstration. Je crois que le président du RFC, le président Clément Mirassa, a fait la démonstration comme il se doit parce que une démonstration qui est issue de la réflexion menée par le groupe la plateforme qui constitue actuellement le RFC. Donc Mais, voilà les conditions dans lesquelles nous nous moi, trouvons. Et je voulais donc nous invitons les Congolais à considérer que l'élection présidentielle que l'on va tenir en 2026 est un non-sens. Oui, c'est un Ce n'est pas non-sens la et peine d'aller à oui, l'élection évidemment. présidentielle.
Les gens parleraient d'ailleurs d'un simulacre d'élection, et vous le savez, tous les Congolais le savent, c'est un secret de polichinelle. Tout le monde sait que sous une dictature ne peut jamais s'organiser une élection transparente, démocratique, voilà, libre. Ce n'est jamais possible, ça ne pourra jamais arriver. Et tout le monde est conscient. Mais aussi curieux que les choses paraissent, c'est que on a l'impression, je peux me tromper, c'est plutôt à l'approche, évidemment, à l'orée de cette élection que tout le monde sait factice, que les opposants se mobilisent. D'où l'intérêt de la question que je posais tout à l'heure. Denis Sassou Nguesso, c'est un hors-la-loi, et tout le monde le sait. Lui-même aussi le sait. Et d'ailleurs, on va le comprendre tout à l'heure avec les volets qui vont suivre. C'est un hors-la-loi. Ce n'est pas une insulte, c'est une réalité, on peut le démontrer. Voilà, on l'a dit tout à l'heure, il viole la Constitution constamment. C'est un hors-la-loi, et tout le monde le sait. Pourquoi l'opposition attend-elle, à l'orée des élections factices en plus, pour se mobiliser? Et pourquoi ne pas demander son départ, même courant mandat, pourquoi pas à 2 ans déjà de son mandat qui court, pour demander à la population, il y a plusieurs alternatives, demander à la population de le dégager simplement, parce qu'il n'est pas digne de continuer à diriger le Congo, j'allais dire. Mais c'est tout le travail que nous sommes en train de faire actuellement. Ce qui est vrai dans une réflexion, il y a un début, cela peut peut-être être conditionné par... je voulais tout simplement répondre à ce que vous venez de relever. Pourquoi attendre le moment des élections? Non, je ne crois pas qu'il faut présenter les choses de cette façon, parce que les opposants à la politique des tenants du pouvoir actuel, ils existent, ils s'expriment. Ils s'expriment de tout temps, sauf que vers des rendez-vous précis, par exemple la tenue de l'élection présidentielle, on atteint un moment d'amplification, tout simplement. Et on a l'impression qu'on ne s'exprime que lorsqu'on va vers l'élection présidentielle. Non, il y a comme ça des éléments qui font qu'il y a un phénomène d'amplification et qui donne l'impression qu'on ne s'intéresse que lorsqu'on va, par exemple, vers une élection présidentielle. Mais lorsqu'il s'agit, par exemple, des élections sénatoriales, des élections législatives, si, c'était des moments où on a montré combien de fois le pouvoir, les tenants du pouvoir au Congo-Brazzaville se comportent de façon extra-constitutionnelle. Donc, alors, pour revenir sur le fait que le RFC est en train de condamner les méthodes utilisées par les tenants du pouvoir actuel, effectivement, la conséquence directe, c'est de demander au peuple congolais d'arrêter net ou de mettre en minorité totale les tenants du pouvoir actuel. Nous devons les mettre en minorité. Si les mettre en minorité, c'est des bouter du pouvoir, c'est la conséquence directe, ça, je crois. Oui, évidemment. Donc, je repars vers Benoît Youlou. J'insiste sur la question simplement parce qu'aujourd'hui, on parle de la génération Z, Gen Z. Parce que l'impression, après, je vous ai dit, je peux me tromper, mais c'est que on a bien l'impression que les opposants congolais s'accrochent sur l'agenda du PCT. C'est quand le PCT fait un discours qu'on les voit venir commenter ce discours, le combattre, ou c'est quand le PCT annonce un événement qu'on les voit venir commenter et se dire, ainsi de suite. Quand le PCT annonce des élections, tout le monde accourt. Et généralement, on est toujours en retard d'un geste lorsqu'on veut imiter le singe. Tout le monde le sait. Et donc, moi, je parle ici de la créativité, de l'innovation, de l'anticipation, pourquoi pas. Et pourquoi l'opposition ne crée pas des activités du genre, cette fois-là, à dérouter, par exemple, le PCT? Non, mais mon cher Christian Perrin, vous savez que l'opposition s'est toujours organisée, a toujours agi, pour ne pas dire a toujours réagi. Quand l'opposition agit, c'est qu'elle pose des actes. Je prends l'exemple du MPA. Face à la situation d'avant des terres au pays, le MPA, enfin pas le MPA, mais la diaspora s'était organisée de telle sorte qu'ils apportent des réponses par rapport à cette situation-là. Donc, on n'est pas sujetti au calendrier imposé par le système en place.
Bien au contraire, nous faisons des analyses. Et quand il y a des choses qui ne vont pas, nous les dénonçons publiquement. C'est pour ça, d'ailleurs, que très souvent, nous apparaissons sur votre chaîne pour dénoncer, justement. Parce qu'il y a des choses qui ne vont pas et que, à partir des médias, nous apportons un message pour attirer l'attention du peuple congolais, éveiller la conscience des Congolais. Nous utilisons tous les canaux nécessaires pour que les gens comprennent. Mais nous ne sommes pas sujetés au PCT. Bien au contraire, c'est quand le PCT pose un acte qui est contraire justement à la Constitution qu'en ce moment-là, nous venons une fois de plus avec force et rigueur pour dénoncer tout ce qui ne va pas, toutes ces dérives. Moi, je prenais l'exemple de la situation qui anime l'actualité actuellement, les Koulouna. Mais Parlons-en. vous savez, mes chers amis, depuis 1980, le président Denis Sassou Nguesso a fait une déclaration. À partir des années 1980, nous avons cassé l'école, l'éducation. Mais enfin, quand un président de la République fait une déclaration comme celle-là, prend-il conscience de la portée du message qu'il véhicule? Casser l'éducation signifie quoi? Signifie créer donc des analphabètes, des gens qui ne réfléchissent pas, qui ne prennent pas conscience de cet état du fait. Donc c'est voulu, c'est une démarche volontaire qui a été orchestrée. Et quand on arrive à la situation de juin 1997, il y a la guerre imposée par lui. Et qu'est-ce qu'il fait? Il engage ces jeunes qui sont déjà désœuvrés. Quand il les engage, mais les gens ne prennent pas conscience. Bien au contraire, ils se disent, voilà une issue peut-être pour s'en sortir. Mais ces jeunes sont drogués. Et au sortir de la guerre, on recrute certains dans l'armée et d'autres sont laissés pour compte. Mais que deviennent ces enfants-là qui n'ont pas d'éducation, qui n'ont pas de repères dans la société? Et déjà, les parents qui devaient assurer l'encadrement sont démunis parce qu'ils sont au chômage ou alors quand ils travaillent, ils n'ont pas de salaire. Le système a conçu des mécanismes pour déstructurer la société congolaise, déstructurer, déstabiliser la famille. À ce moment-là, nous en arrivons aux dérives des Koulouna. Donc, les Koulouna ne sont pas un fait du hasard. Ce n'est pas tombé du Saint-Esprit, mais bien au contraire, c'est une conséquence logique de ce qu'ils ont eux-mêmes créé. Vous voyez, les jeunes sont dans une situation de déshérence. Qu'est-ce qu'ils font? Et en plus, on les a habitués à se droguer pour la plupart. Donc, ils n'ont plus de valeur, ils n'ont plus de repères. Ces gens-là, qu'est-ce qu'ils font? Eh ben, le soir venu, c'est une question de survie. Ils vont voler, ils vont piller, ils vont faire tout ce qui ne répond pas aux normes de la société. Mais pourquoi? C'est pas dans ma logique, c'est pas que je les soutiens. Non, bien au contraire. Nous sommes contre toutes ces dérives-là. Mais ces dérives-là, avant d'en arriver là, c'est lié à quoi? Il y a une source. Et la source est que le président de la République, comme il avait déclaré en 1980, il avait tout déstructuré. En ce moment-là, les gens, il a cassé la cellule familiale, il a cassé la jeunesse. La jeunesse est sans issue. Quand on va à l'université, l'université ne répond plus aux normes académiques. On voit ce que ça donne. Hein. Bon, quand rien ne marche au pays, il n'y a pas d'emploi pour assurer l'insertion de ces jeunes-là. Il n'y a pas de centre pour assurer l'insertion de ces jeunes-là. Il n'y a rien qui est fait pour que les jeunes ne deviennent pas des oisifs. Alors, vous voulez organiser une société comme celle-là. Et pour répondre à cette situation, on envoie la DGSP. Mais enfin, là, nous arrivons comme si nous étions à l'époque de Duvalier, des tontons macoutes. C'est-à-dire des gens armés qui vont tuer à bout portant des jeunes devant les parents. Mais c'est indigne, ça. Mais où est la justice? Bien entendu, dans ce pays, tout va à volo. La justice n'a de justice que de nom. Parce que dire le droit au Congo, il y a bien longtemps que ce mot, dire le Évidemment, droit n'existe plus. la Vous justice voyez où est-ce n'a qu'on va? Oui, la justice n'a de justice que de nom, vous l'avez dit tout à l'heure, puisque nous en parlons, l'opération de lutte contre le banditisme qui se déroule au Congo-Brazzaville, une opération qui vise évidemment, il faut le rappeler, à éliminer tous les délinquants présumés par fusillade, et vous l'avez rappelé tout à l'heure, sans procès devant parents, enfants, disons famille, et dans la rue.
Alors, ce qui nous a paru tous surprenant, c'est d'entendre Denis Sassou Nguesso prendre la responsabilité, sinon assumer l'ordre de cette opération qui se fait en dehors de tout cadre légal Égal. et des crimes contre l'humanité. Alors il a assumé, il a dit, c'est lui qui a donné l'ordre. On va l'écouter avant de continuer. Je crois que vous le savez, la sécurité présidentielle a fait partie des opérations dans le pool. Les unités de la sécurité présidentielle ont participé aux opérations dans le pool avec succès. Bon, parce que aussi ils ont une formation particulière et sévère, solide. Et donc ils sont dans leur rôle. Nous ne pouvons pas laisser pareille situation se développer dans nos villes et même à l'intérieur. Ce ne sera pas possible. Et la sécurité présidentielle, oui, parce que j'ai vu que l'opération patinait un peu avec les autres corps de la sécurité. J'ai ordonné qu'elle intervienne aussi. J'ai ordonné qu'elle intervienne aussi, comme j'avais ordonné aussi qu'elle intervienne lors des opérations dans le pool. Voilà, alors on va donc essayer d'analyser, de comprendre. Est-ce que le fait, je vais commencer par là, est-ce le fait de dire dans la rue, parce que là, d'abord il le déclare dans un cadre informel, c'est au cours d'une inauguration, voilà, d'un CEG qui a d'abord existé, qu'on a refait, et le voilà qui est allé inaugurer. Ça, c'est un autre chapitre. On va chercher à comprendre comment un président de la République, après 40 ans de règne, continue à aller inaugurer des écoles. Ailleurs, ça se passe même sous silence. D'ailleurs, alors donc, il a déclaré que c'est lui qui a donné l'ordre de cette opération qui consiste, et je répète, ce sont des exécutions sommaires massives, systématiques et extrajudiciaires. Est-ce que le fait de le déclarer comme ça donne un caractère légal à cette opération? Mais si je peux me permettre de répondre, Je vous en parler, prie. donc, de parler du caractère légal par rapport à cette situation, c'est Mais parce que vraiment triste. beaucoup le disent, hein, et on entend cette voix monter là depuis qu'il a fait Mais cette il faut, déclaration. Tout le monde dit, ben voilà, vous attendiez qu'il parle, maintenant il a assumé. Est-ce que ça veut dire que maintenant l'opération entre dans la légalité? mais quand il dit qu'il assume clairement, ça rejoint un peu la démarche qui consistait à dire on a tué dans le pool et le ciel ne nous est pas tombé dessus. Il est dans la même logique. Pour la simple raison, il est content d'avoir envoyé des gens pour aller tuer le peuple. Un peuple qui se doit de défendre. Même s'il y a des délinquants, il faut créer des structures. Mais les prisons, c'est fait pour quoi? Mais il y a la justice est faite pour quoi? Quel est le rôle de la gendarmerie, de la police? Lui prétend ça. Il appuie sa thèse en disant en France, on a eu l'opération Oui, il a parlé Vigipirate. du Mais plan enfin, Vigipirate. mais il n'y a aucune comparaison à faire. Vigipirate, c'est des terroristes qui viennent de l'extérieur. Ils viennent porter atteinte à l'intégrité de la nation. Mais tel n'est pas le cas au Congo. Au Congo, ce sont des jeunes délinquants issus du fait que ces jeunes ont été abandonnés et livrés à eux-mêmes. Donc, c'est même la faillite de l'État. C'est l'État qui démissionne dans sa mission régalienne d'assurer la satisfaction de l'intérêt général. Comme Oui, ils n'ont mais pas pour répondu. autant, si on peut revenir sur la question, est-ce que le fait de le déclarer comme ça, que lui, qu'il ait déclaré, qu'il assumait l'ordre, c'est lui qui avait donné l'ordre, est-ce pour autant cette opération devient légale? Non, non, aucunement. Mais Je vais prendre la parole le Congo Oui, est partenaire Robert des Adjouki. conventions. pour cette parole. Euh, Moi, je crois qu'il faut qu'on remette un peu les pieds sur terre parce que le Congo a l'air de marcher sur la tête. Euh, Aujourd'hui, ce qui se passe au Congo est inacceptable. Alors, que l'État
se donne les moyens de pouvoir éradiquer un phénomène qui dérange, qui pose problème dans la société, c'est tout à fait normal. Sur le principe, nous sommes tous d'accord. Quand il y a un phénomène sociétal qui se pose, il faut que l'État trouve les voies et moyens pour éradiquer ce phénomène. Or, qu'est-ce que nous constatons? Encore une fois, M. Sassou est hors la loi. Aujourd'hui, comme ça a été déjà dit, ces Koulouna ne sont que l'œuvre de ce système. C'est une création de ce système. Okay? Ils estiment qu'aujourd'hui, ils doivent les éradiquer. Mais, encore une fois, comme malheureusement le Congo n'est pas un pays démocratique, comme malheureusement le Congo ne répond pas aux critères que nous voulons mettre en place, voilà aujourd'hui une des missions que le RFC veut mettre en place par rapport à cette élection qui pointe à l'horizon. C'est de créer les conditions démocratiques pour que nous puissions vivre ensemble en toute quiétude, en toute sérénité. En ce moment, on assiste à de la barbarie. Monsieur Sassou donne des ordres sans en référer au Parlement, sans en référer au Sénat. Il est seul maître à bord. C'est inacceptable. Alors, moi, je veux lui donner un conseil en guise même de bon anniversaire ou joyeux Noël. Il le prend comme il veut, mais il a déjà assumé une fois. Je suis heureux de le voir assumer une deuxième fois, mais cette fois-ci, ça sera devant les tribunaux internationaux. Parce qu'il est inacceptable de voir nos enfants être abattus comme des chiens, quel que soit le motif ou l'acte qu'ils aient posé. S'il y avait une justice, ces questions-là ne se poseraient pas. J'ai toujours dit et clamé haut et fort, la seule chose qui puisse nous mettre d'accord, c'est le droit. S'il y a un droit, le droit, c'est pour tout le monde. Nul n'est au-dessus du droit. Le droit, c'est pour tout le monde. Et le droit est là pour régler toutes ces situations. Alors, Monsieur Sassou, il faut qu'il rentre peut-être dans les rangs. Sinon, il y aura un moment, c'est ce même peuple qui va le débouter de sa place afin qu'on puisse peut-être un jour espérer avoir la liberté. Merci, et tout le monde le sait, hein, c'est juste un rappel, lorsqu'un soldat tire sur un civil, même sur un autre militaire désarmé, c'est un crime de guerre. Ceux qui sont allés à l'école militaire le savent. Et j'ai cru entendre, j'ai cru lire quelque part sur les réseaux sociaux que Serge Oboa est passé par une école militaire, pas des moindres. Surprenant de voir cet officier, soi-disant bien formé, en train de tirer sur des civils à bout portant dans la rue. Comme on l'a dit ici, personne ne défend les Koulouna, c'est le banditisme, les délinquants, il faut les arrêter, les présenter devant la justice et la justice va les condamner, mais à battre les gens et en public. Pour quelle raison en plus? Je voulais juste rappeler un article ici, c'est toujours important de le faire, c'est l'article 15 de la Constitution congolaise, qui dispose tout individu, tout agent de l'État, tout agent de collectivité locale, toute autorité publique qui se rendrait coupable d'actes de torture ou de traitement cruel, inhumain ou dégradant, soit de sa propre initiative, soit sur instruction, est puni conformément à la loi. C'est notre constitution, c'est la constitution congolaise, donc c'est connu de tout le monde. Et dire que Denis Sassou Nguesso vient en public assumer les crimes et protéger les criminels, on commence à se poser la question de savoir, voilà pourquoi je disais ici, mais pourquoi on ne le démettrait pas de ses fonctions? Parce que finalement, il n'est pas digne d'être président. Il n'a aucune culture d'être président, malheureusement. Après, voilà, je sais qu'il y aura un procès, les gens viendront commenter, mais c'est la vérité. Le monsieur n'a aucune culture du pouvoir. Et malgré donc cet article 15 de la Constitution, que j'invite d'ailleurs nos téléspectateurs à les relire, nous avons suivi Serge Oboa devant ses troupes, son unité. C'était à l'occasion, je crois, des colonels qui venaient d'être promus. Et là,
Je vous invite à écouter ce qu'il a raconté. Suivez. Conformément aux actions du président de la République, chef suprême des armées, nous allons aller jusqu'au bout. Vous les parents, les complices de vos enfants, faites les choix. Après un mois d'opération, nous avons compris les sorciers, les parents, complices, les parents du bien, complices. Dans la vie, il faut savoir faire des choix. En ce jour, sur les règles du port de l'esprit des colonels majors au titre de 2025, nous demandons humblement aux parents de faire le bon choix de la vie. Sinon, la force de la loi va s'appliquer sur eux. La force de la loi s'applique. Sans état. Alors, chers messieurs, vous l'avez entendu, je récapitule parce que le son, il est difficilement audible. Il dit que après un mois de cette opération, ils ont tout compris et qu'ils iront jusqu'au bout. Ils iront jusqu'au bout. Et il interpelle les parents des présumés délinquants de faire le choix. Ils doivent faire le choix, sinon la loi ou la force de la loi va s'abattre sur eux. En sorte, Serge Oboa est en train de dire, après chacun pourrait faire son interprétation, parce que on est en train, nous l'avons dit tout à l'heure, exécuté par fusillade, sommairement, des délinquants présumés, qui ne sont pas arrêtés sur les faits, c'est-à-dire on ne les a pas attrapés sur les faits, mais c'est des gens supposés avoir posé les actes et qui ne résistent pas. C'est des exécutions extrajudiciaires. Ils ne sont pas arrêtés là, ils ont détruit les motos. Ils continuent à détruire les motos sous prétexte que ces Koulouna utilisent des motos. Donc même le matériel économique, on a détruit. Ils ont détruit les maisons. Ils ont démoli les maisons des familles. Donc ces familles, malheureusement, se retrouvent dans la rue. Ce n'est pas suffisant. Maintenant, Oboa dit à ses parents, je vais m'en prendre à vous aussi. Donc, bientôt là, il va commencer à fusiller les parents de ces communes. Voilà ce que ça veut dire. C'est sérieux ce que nous sommes en train de dire, mais je suis surpris de constater qu'il y a des gens qui, qui s'en réjouissent au Congo. Et dire ça, on va vous dire, oui, vous défendez les Koulouna. Non, non, non. Serge Oboa dit désormais, je vais maintenant m'en prendre aux parents des délinquants présumés. Donc, il va commencer à éliminer aussi les parents des présumés délinquants. Mais nous savons qu'en termes de droit, les poursuites pénales sont individuelles. Personne ne peut répondre d'un acte qui n'a pas C'est acte conseil. Est-ce qu'au Boa, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Bon, mais je vous laisse, parce que c'est à vous que je pose la question. Quelle interprétation faites-vous d'abord de cet extrait et de ces propos de Serge Oboa qui veut maintenant s'attaquer aux parents? Il dit faites un choix. Quel choix ils vont faire? Vous savez, si j'avais à répondre à cette question, tout ce qui est en train d'être entrepris ou alors tout ce qui se fait actuellement, c'est fait à dessein. Nous sommes à la veille d'un processus électoral et c'est le modus operandi de ce système. Quand nous sommes à la veille des élections ou alors d'une échéance quelconque, il y a toujours des points de tension qui cristallisent la société congolaise. C'est une façon de terroriser, de traumatiser le peuple congolais, parce que le peuple congolais a largement suivi. Le peuple congolais a largement payé. Et là, on continue à les terroriser. C'est une façon de dire, mes chers compatriotes, vous voyez l'exemple. Si demain vous levez, eh ben, vous en payerez le prix fort. Mais ce n'est pas diriger une nation comme ça. Lui qui devait défendre la nation, bien au contraire, il met la nation en péril. Lui qui se gargarise le terme de paix, en créant des situations comme ça, le Congolais est-il en paix? Il faudrait qu'on se demande, qu'est-ce qu'on veut? Mais c'est souvent, d'ailleurs, ils disent tout le contraire de tout ce qu'ils pensent. Ils n'ont jamais collé à la Constitution, parce que la Constitution, c'est aussi une pratique. Et ils ne savent pas la pratiquer pour la simple raison, ils font tout en dépit de bon sens. La démocratie aussi est une pratique. Il y a une culture et une pratique. Donc,
Quand on parle de la paix, c'est garantir tous les éléments qui font qu'il y ait une paix sociale. Quand on a la quiétude d'esprit, on est en paix. Mais au Congo, les gens vivent sur le qui-vive permanent. Quand vous n'avez pas de salaire, vous ne pouvez pas être en paix. Quand on tue votre enfant, même délinquant soit-il, vous ne serez jamais en paix. Et surtout qu'on le fasse devant vous. Et comme vous l'avez souligné tout à l'heure, mais enfin, le délit pénal, ça porte sur l'individu. C'est comme un contrat intuitif personnel, ça porte sur l'individu. Mais quel est le mobile qui fait que les gens s'en prennent aux parents? Ça signifie donc une façon de terroriser directement le peuple pour savoir, maintenant vous ne bougez pas, vous vous mettez au pas. Quand je fais ce que je veux. Comme l'avait su bien le dire notre frère, c'est comme Rabelais dans l'abbaye de Thélème. Fais ce que voudra. Chacun Bien fait ce dommage, qu'il c'est bien veut. dommage. Jean-Paul Ebega, oui, voilà. Donc nous disions que désormais, Serge Boa veut s'en prendre aux parents. Il a dit, vous l'avez suivi, il dit, les parents doivent faire le choix. Mais un parent va faire quel choix? Quel est le choix? C'est-à-dire, ils avaient fait un mauvais choix d'avoir mis au monde ces enfants, c'est ça? Et maintenant, ils doivent payer pour cela. Et vous imaginez un peu dans quel état se retrouvent actuellement ces parents qui ont entendu ce discours? Dans quelle panique sont ses parents? Et donc, on ne sera pas surpris que dans 2 matins, on apprenne, désormais, les parents sont en train d'être voilà, fusillés dans Fusillés. la rue. Est-ce que ce n'est pas une façon pour eux de vouloir finalement effacer les traces, c'est ça? Des témoins? Parce que demain, pour empêcher à ces gens-là de porter plainte, demain, il faut donc éliminer aussi les parents, parce que ce sont les ayants droit qui pourront porter plainte demain contre l'État ou contre Serge Boa ou contre Sassou. Ceux qui nous dirigent, les tenants du pouvoir à Brazzaville, continuent à nous étonner dans leur médiocrité. Là, nous constatons de la déliquescence d'un État. Déjà à partir des propos tenus par le chef de l'État, qui assume les actes qui ont été posés par sa garde rapprochée. Vous voyez, il a relevé, il a dit, il a constaté que les services de police et de gendarmerie n'étaient plus à la hauteur de leurs tâches. C'est la première fois au Congo que l'on constate que la police et la gendarmerie, ces deux corps qui assurent la sécurité dans un État, qui ne sont plus à la hauteur de ce qui leur revient. Ils C'est nous la bouffent notre première argent fois. pour rien alors, puisqu'ils sont payés avec l'argent du contribuable congolais. Vous voyez, mais ça montre bien que M. Sassou n'a pas pu gérer le Congo. Et lui-même, il le constate. Mais attendez, peut-être que quelque part, il est en train de nous montrer, peut-être qu'il est en train de faire des appels au secours qu'il ne peut plus. Et alors là, il faut le mettre hors d'exercice. Parce que économiquement, il nous dit que bon voilà, il y a des détournements, il y a 6 milliards qui disparaissent alors que si les 6 milliards reviennent aux étudiants et les 6 milliards disparaissent sans laisser de traces. Donc un président de la République dans un pays qui n'arrive même plus à contrôler la gestion financière de son État. 14 000 milliards disparaissent, il ne dit mot, peut-être qu'il n'arrive pas à expliquer, il n'arrive pas à justifier, et un individu de ce genre, vous le laissez comme président de votre pays. Je crois qu'il est grand temps que les Congolais se réveillent et dire halte, on ne peut plus continuer avec vous. C'est ça ce qu'il faut demander aux tenants du pouvoir actuel au Congo-Brazzaville. Ils ne sont plus à la hauteur de pouvoir diriger le Congo. Le ministre des Finances lui-même se retrouve devant ses subalternes et il dit qu'il ne comprend plus, il n'y a plus d'entrée financière et autres. Mais pourquoi leur donner les commandes du pays donc? Demandez à ces gens-là de partir. Sinon, il faut les faire partir de force. Ils ne sont plus à la hauteur de la charge qu'on leur a confiée. Ils le montrent, ils le démontrent à chaque occasion.
La lutte contre les Koulouna et les bébés noirs, l'éradication des Koulouna et des bébés noirs, le peuple l'a demandé depuis très longtemps. L'opposition congolaise l'a exigé depuis très longtemps. Depuis avant même l'ancien commandant de la police, le général Ndengue, l'ancien commandant de la gendarmerie, le général Moigny. Ce problème des Koulouna, ce phénomène des Koulouna et des bébés noirs ne date pas d'aujourd'hui. Depuis très longtemps, on a demandé, les Congolais ont demandé l'éradication de ces jeunes. Mais l'éradication de ces jeunes ne doit pas être gérée sans respecter les règles de la justice. Alors, Robert Adouki, est-ce que ce n'est pas là une instrumentalisation de la violence, des crimes, de la terreur pour préparer un nouveau coup d'État électoral? Absolument. Je pense que tout ce modus operandi est bien pensé et bien réfléchi. Hein, moi, je crois que le PCT nous a habitués à ce type de fonctionnement, apeurer le peuple, intimider l'opposition et créer les conditions idoines pour eux, pour que ça soit un coup KO. Mais cette fois-ci, il n'y aura pas de un coup KO, parce que nous sommes vent debout. Tokoti Kate, nous leur avons dit, on le répète, et aujourd'hui, il faudrait que le peuple se saisisse d'une opportunité. Il manquait un outil. Le RFC est un outil qui qui a été créé, mis à la disposition du peuple. Il faudrait que le peuple s'en accapare pour faire échec à ce que le PCT et Sassou sont en train de mettre en place pour faire valider cette élection. Donc, moi, je crois que nous ne pouvons que poursuivre dans cet élan de sensibilisation, de dénonciation et au niveau de la diaspora, des actions sont en train d'être menées. Au niveau de la diaspora, nous sommes en train de mettre en place toutes les stratégies nécessaires pour que ce pouvoir soit rectifie le tir en permettant à ce que les élections se passent comme en 92, parce qu'il faut savoir que la seule élection crédible, transparente que nous avons eue au Congo date de 92, de 1992. Il faudrait qu'on revienne à ces conditions-là. Sinon, le peuple doit prendre ses responsabilités pour mettre hors d'état de nuire ce système qui nous fait tant de mal. Le peuple doit prendre ses responsabilités, évidemment, pour mettre hors état de nuire ce système qui fait mal aux Congolais. On va terminer, l'heure est arrivée presque voilà, à la fin, avec ce dernier volet sur la diplomatie. Si on n'a plus rien à dire, bien sûr, sur les volets précédents, quelqu'un disait, est-ce qu'ils sont en train de créer des conditions d'une haïtisation du Congo? Pourquoi pas? Voilà, comme qui dirait, la stratégie ou la politique de la terre brûlée après moi, plus rien, il faut tout brûler. Bon, on ne sait pas. Sinon, on passe au dernier volet. Et le dernier volet, vous avez suivi, donc, voilà, l'élection du nouveau directeur général de l'UNESCO, l'Égyptien, bien sûr, qui a remporté l'élection à 55 voix sur 57. 55 voix sur 57. Donc, le candidat congolais, le nôtre, n'a obtenu que 2 voix. C'est inédit. Inédit parce que, bon, après, on se pose la question desquels ont voté pour notre candidat. Mais moi, je vais plutôt m'intéresser à l'image que cela renvoie à travers le monde, l'image du Congo. Ouais. J'aimerais faire un premier commentaire, si c'est Je vous en possible. prie. Ouais. Alors, c'est assez anecdotique de ce qu'est le Congo aujourd'hui à travers cette élection qui a eu lieu à l'UNESCO, qui dénote de la déliquescence de toute la diplomatie congolaise. Et je suis bien placé pour en
parler. C'est un sujet qui me tient à cœur, j'ai vécu dedans, j'ai grandi dedans et je continue de vivre dedans. Ce qui s'est passé à l'UNESCO est une honte, pour ne pas dire j'ai eu honte en tant que Congolais. Encore une fois, c'est inacceptable. Monsieur Sassou, au vu de l'expérience qu'il prône, qu'il brandit, ne peut pas faire vivre un tel échec à son pays. Ça exprime tout simplement une réalité. Le Congo est isolé diplomatiquement, c'est-à-dire le Congo n'inspire plus confiance. Or, quand on n'inspire plus confiance, ça veut dire qu'on n'existe plus. Ce pauvre monsieur Matoko, alors quand on lit un peu les dessous de cartes, il a peut-être été utilisé à bon escient pour ceux qui ont pu sortir des milliards pour financer sa campagne, mais oui, il savait très bien que ça n'allait servir à rien. Un pays dans lequel vous avez tué l'éducation et vous ambitionnez de devenir, de prendre la tête de l'UNESCO. C'est-à-dire le modèle de l'éducation dans le monde. Enfin, c'est une ineptie qui, moi, me perturbe. Allez-y comprendre. Alors, c'est bien regrettable parce qu'il s'agit quand même de notre pays. Et là, encore une fois, je crois que M. Sassou, sur le plan international, certains de ses amis, en tout cas ceux qu'il était hier, ont commencé à lui tourner le dos et nous devons nous engouffrer dans cette faille pour réellement lui donner un dernier coup de semence pour qu'il dégage à jamais. Merci Robert Adouki, Benoît Youlou et Jean-Paul Ebenga. On va donc conclure. Vos réponses tiendront lieu, bien sûr, compteront pour le mot aussi de la fin. Alors, donc on peut noter que finalement, le candidat Matoko n'a été que la face qui cachait beaucoup de choses, un petit arbre qui cachait la forêt, une stratégie de détournement de fonds, pourquoi pas. C'est une thèse plausible. Et la thèse est plausible pour la simple raison, ils avaient envoyé toute une équipe pour aller faire le tour du monde comme ils savent le faire. Et quand ils font le tour du monde comme ça, vous savez combien ça coûte à l'État. Alors, au lieu de réduire les dépenses, bien au contraire, ils aggravent les dépenses de l'État. Et en attendant, les recettes sont dilapidées. Et donc, nous vivons, une fois de plus, une démonstration force de nous montrer combien ils plongent le pays dans le chaos. Tout est fait pour plonger le pays dans le chaos. Et Bonga et Bongaté, toujours meilleurs, ils font tout en dépit de bon sens. Et voilà le pays où est-ce que nous en sommes. Vraiment, il faudrait nécessairement que le Congolais prenne ses responsabilités. Comme le dit bien le slogan du RFC, Tango et Koki Totelema. Tango et Koki Totelema. Congolais Bolamoka, parce que trop c'est trop. Quand c'est beaucoup trop, c'est mauvais. On ne peut plus continuer à plonger le pays dans ce marasme et être spectateur passif. Il faudrait que le Congolais prenne ses responsabilités et assume son avenir. Parce que c'est d'ailleurs François Fanon qui le dit, chaque génération doit, dans une relative opacité, assurer son avenir, la défendre ou la trahir. Je crois qu'il est temps de défendre notre avenir. Sinon, si nous la trahissons, eh ben, le Congo n'aura plus de nom. Il n'aura plus de Congo que le nom. Voilà, j'en ai terminé. Merci. Alors, donc, c'est une expérience d'un scrutin, s'il faut le dire comme ça, une élection démocratique que le Congo a échoué. Donc, on comprend très bien qu'ils sont habitués au type d'élection made in Congo, malheureusement. Alors, Jean-Paul Ebenga, c'est vraiment le mot de la fin, oui. Avant de dire mon mot de la fin, je vais revenir encore sur cette élection de notre compatriote Matoko à l'UNESCO. Un cadre très remarqué et remarquable. Hein. C'est Mais vraiment qu'on un a voulu compatriote. sacrifier comme ça, malheureusement. Mais ce sont les tenants du pouvoir dans leur montage financier. Ils ont trouvé là une idée et je vais démontrer pourquoi est-ce que c'est un montage financier pour continuer comme ça à vider les caisses de l'État congolais.
parce que le Congo avait déjà reçu l'Égyptien qui s'était déjà prononcé nettement en avance par rapport à notre compatriote Firmin Matoko. Et donc, les autorités congolaises avaient reçu cet Égyptien. Et celui-là, c'est sûr, dans son argumentaire pour que le Congo vote pour lui, a dû montrer quels étaient les éléments qui étaient en sa faveur. Et c'est sûr qu'il avait dû déjà convaincre le chef de l'État congolais, M. Sassou, et la diplomatie congolaise. Oui, la preuve, Qu'est-ce tonton, que vous le dites, c'est qu'après, Sassou Nguesso avait annoncé son soutien Il avait officiellement déjà annoncé son soutien. à ce Donc, candidat, oui. il avait déjà partagé l'argumentaire utilisé par l'Égyptien. La République du Congo a officiellement annoncé son soutien à la candidature de Khaled Iraneni, nommé par l'Égypte, au poste de directeur général de l'UNESCO pour les années 2025-2029. Auparavant, le ministre égyptien des Affaires étrangères, Badr Abdulati, s'est rendu à Brazzaville pour transmettre un message du président Abdel Fattah Hassi à son homologue congolais. Cette décision renforce les efforts diplomatiques de l'Égypte pour obtenir le soutien international à la candidature d'Iraneni. Alors, pour rebondir et dire que cette fois, il faut qu'il présente un de ses compatriotes, en l'occurrence M. Firmin Matoko, il devait se dire donc qu'il a un argument solide pour pouvoir renverser les choses. Ce qu'on peut retenir, la première chose, vous avez certainement entendu parler d'une candidature africaine donnant l'impression que la nôtre était de trop ou venait pour brouiller les pistes ou remettre en cause la dynamique unitaire au sein du continent. Il n'en est pas le cas. Le Congo est un pays respectueux des principes et des procédures, des règles, des organisations et bien entendu des organisations internationales. La campagne à l'UNESCO n'était pas encore ouverte. Le dépôt des candidatures, selon les règles de l'UNESCO, c'est entre janvier et mars 2025 pour une élection qui a lieu en octobre. Il n'y avait aucune raison pour aucun candidat de se précipiter à parcourir les capitales au point de vouloir se présenter comme ayant été un candidat unique alors que la campagne des candidatures n'était pas encore ouverte. Mais au niveau de l'UNESCO, ce n'était pas tant le dysfonctionnement administratif au niveau de l'UNESCO. L'UNESCO souffrait d'autres maux, surtout l'apport financier. Avec le départ des États-Unis, donc le problème était connu. Il fallait trouver quelqu'un qui puisse diriger l'UNESCO, mais avec cette capacité d'apporter des moyens financiers. Est-ce que Matoko, dirigeant l'UNESCO, le Congo avait cette capacité financière-là de l'accompagner? Vous voyez, on voit bien que c'était un montage tout simplement pour vider les caisses de l'État. Et là, en la matière, ils ont réussi. Et malheureusement, ils nous ont utilisé un cadre compétent, Firmin Matoko, à qui il faut réserver une place de choix dans les institutions congolaises. Parce que c'est un compatriote qui a de la valeur, qui a de la substance, que les Congolais n'ont pas encore bénéficié. Il a mis tout son temps à l'UNESCO en train de profiter à l'international, alors qu'au niveau national, on n'a pas bénéficié de Firmin Matoko. J'espère que nous allons revenir là-dessus. Il aurait été un bon ministre de l'Éducation, pourquoi de pas, l'Éducation nationale. Mais bon, après au Congo, il ne faut jamais être bon, sinon voilà. Alors, maintenant, le mot de la fin, Christian, c'est que là, effectivement, le MPA est au sein du RFC. Et le RFC, là, je vais encore revenir. Oui, nous prenons de l'avance par rapport au pouvoir en place. Le RFC dénonce. Malheureusement, pour dénoncer, vous ne pouvez que vous exprimer après coup, et ça peut donner l'impression que l'on court après les actes posés par les tenants du pouvoir. Mais cette fois, le RFC a pris une très bonne initiative. Je peux vous fixer les idées en disant qu'au niveau du Congo, l'opposition congolaise est constituée d'un certain nombre de plateformes en dehors des individualités. Il y a la plateforme animée par M. Tseti Mabiala, qui est une opposition, le plus souvent elle est qualifiée d'opposition parlementaire, parce qu'il se
quelques-uns des leurs se retrouvent au Parlement. Oui, mais Ils- après, ils vont vous dire, mais de quel droit vous avez, vous non, arrivez ce sont à eux, ce sont donner? eux. Ils se réclament. Parfois, ils disent même opposition républicaine. Bon, enfin, ce sont eux qui se réclament. Bon, c'est une plateforme parce qu'après tout, M. Teti Mabiala s'est retrouvé en réunion avec d'autres partis politiques et des individualités. Donc, ils sont regroupés. Ils essaient de s'opposer à leur manière au pouvoir de Brazzaville. Il y a la plateforme l'ARD animée par M. Nzo Mathias. Il y a une plateforme animée par M. Jean-Félix Dembatelo, la Fédération de l'opposition congolaise. Et il y a notre plateforme, le RFC. Chacune des plateformes a fixé plus ou moins un peu ses exigences. L'ARD, par exemple, a demandé la tenue d'un dialogue inclusif. Le, la FOC, la Fédération de l'opposition congolaise, avec M. Dembatelo, a demandé d'abord un dialogue inclusif et par la suite la tenue des États généraux. Mais nous, au niveau du RFC, nous nous sommes dit, c'est bien beau le dialogue et autres, mais de toutes les façons, on ne l'aura jamais de la part des autorités congolaises telles que les choses se présentent. Nous nous sommes dit, nous sommes en train d'inviter les Congolais à dire que aller vers l'élection présidentielle, c'est nul. C'est nul, c'est pas de l'essentiel, c'est pas ce qu'attendent les Congolais. Les Congolais, aujourd'hui, vous avez des retraités qui n'ont pas leur pension, des étudiants qui n'ont pas leur bourse, des fonctionnaires qui sont... Mais oui, il y a des fonctionnaires de la mairie de Dolisie qui se retrouvent à plus de 80 mois 97 d'arriéré mois, 97 mois, 97 mois d'arriéré donc de plus salaire. de 8 ans. Réunis en assemblée générale extraordinaire le 16 octobre 2025, ces agents municipaux de Dolisie, qui cumulent 97 mois de salaire impayé, menacent d'observer une grève sans service minimum au terme du délai de préavis si leurs revendications ne sont pas prises en compte. Les secrétaires généraux doivent rester chez eux. Parce que trop c'est trop. On est fatigués. Nous souffrons. Nous souffrons. Moi, je vous le dis. Moi, j'ai au moins 10 gosses. Mais mes enfants sont à la maison. Pas de cahier. Vous êtes sûr que nous allons continuer comme ça? Leur cahier de charges de revendication déposé à la primature n'aurait pas été pris en compte et la lettre de rappel adressée à la même administration serait sans suite. La dégradation de leur situation sociale les pousse à agir autrement, observer une grève sans service minimum au terme du délai de leur préavis. Voilà les véritables problèmes qui intéressent les Congolais. Pourquoi le Congo n'a plus d'argent alors que le Congo extrait du pétrole, vend des minerais, Vend du bois, vend du gaz, nous vend avons du gaz. la Où mer. va cet argent-là? Où va cet argent? Voilà les questions que nous devons nous poser. Qu'est-ce qui fait que le pays se retrouve endetté, le pays vend des matériaux et autres, mais on est toujours en difficulté? Il faut que l'on regarde cela. C'est pas tant aller, comme mon frère Benoît a dit, mais l'élection présidentielle, c'est la rencontre d'un individu avec le peuple. Mais Monsieur Sassou, il se présente encore à l'élection présidentielle avec tous les mécanismes de tricherie qu'il est en train de mettre en place. Pour présenter quoi? Après quel bilan? Vous voyez? Donc, il faut tout faire pour qu'on n'aille pas vers les élections parce qu'il y a d'autres priorités. Il y a d'autres priorités. Et là, heureusement, je peux vous le dire, mon frère Christian, le RFC est de plus en plus écouté au niveau du Congo. Il y a des accords qui sont en train d'être liés. Il y a des appels des retraités, des professeurs d'université qui veulent adhérer au RFC. Et au niveau de la diaspora, notamment la diaspora congolaise de France, au niveau du MPA, nous recevons des coups de fil. Donc d'ici là, comme on l'a dit, les choses vont se structurer et nous allons peser lourd, faire de telle sorte que les Congolais comprennent quel est l'essentiel qui détermine leur vie. Et je crois que d'ici peu, vous allez entendre parler de toute l'organisation que le RFC est en train de
de mettre en place. Et je crois que nous réussirons et nous mettrons hors d'état de nuire ces tenants du pouvoir qui sont en train de nous retarder. Voilà ce que j'avais à dire. Merci beaucoup. Et donc, les Congolais pourront prendre le cap mars 2026. Après, bon, on reviendra pour évaluer ce qui a été fait, ce qui a réussi ou non. Mais bref, tout ce qu'on déplore aujourd'hui, c'est de voir M. Sassou, il faut l'appeler comme ça, comme un papa qui vient de vider son salaire dans une buvette quelque part. Il vient se fâcher à la maison contre les enfants en train de casser tout dans la maison. Bref. En tout cas, merci d'avoir été avec nous sur R7. Merci Benoît Youlou, merci Jean-Paul Elinga, merci mon frère Adouki. C'était un plaisir. Donc, au revoir et à très bientôt. À très bientôt. Merci beaucoup, Christian. Merci Je vous en prie.